Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Franchement, ça fait du bien de vous retrouver en ce début de soirée. C'est un moment beaucoup plus calme, c'est un moment beaucoup plus joyeux, beaucoup plus apaisé. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et quart à peu près, parce que quand même, il faut bien se dire, ça vaut la peine de se faire du bien. Depuis 1 an, on est ballotté de vague en vague, de confinement en couvre-feu, et nous avons tous vécu des hauts et des bas. Il y a des jours où nous sommes résilients, il y a des jours où on se dit on va y arriver, on est plein d'enthousiasme, plein d'optimisme, et ça marche assez bien. Et puis il y a des jours où on a envie de partir ailleurs, on a envie de fuir, admettez-le quand même, on a envie de partir sur une île désertée surtout de tout virus, bien sûr. Je ne sais pas si ça existe sur cette terre. La question de ce soir vient de là. Comment rajeunir son cerveau dans les crises? Comment rajeunir son cerveau dans les crises? Ça, si vous voulez, c'est la formulation optimiste. On pourrait avoir une formulation pour les pessimistes. Est-ce que notre cerveau s'abîme dans les crises? Eh bien, quelle que soit votre option, la question centrale qui réunit ces deux options-là, c'est la suivante. Peut-on se préoccuper de notre bien-être mental en période d'incertitude? Peut-on se préoccuper de notre bien-être mental en période d'incertitude? Notre cerveau, c'est une boîte noire. C'est une terra incognita. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, quoi. C'est là, mais après, vous dire ce qui s'y passe, c'est quand même assez compliqué. Eh bien, depuis ces 20, 30 dernières années, sachez qu'on a découvert énormément de choses, et ces choses-là vont vous réjouir. Elles vont transformer les idées reçues que vous avez peut-être encore sur le cerveau, sur quelques mécanismes extrêmement intéressants et dont nous sommes responsables. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Pour visiter notre cerveau, il nous faut un guide. Eh bien, ce soir, on a le meilleur des guides qui puissent exister. Il s'agit de Pierre-Marie Liédot. Pierre-Marie, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être parmi nous. Pierre-Marie, je jette simplement un œil, voilà, parce que au moment où nous parlons, tout le monde dit bonsoir. Donc nous avons Antoinette, Myriam, Philippe, Jacinthe. Merci beaucoup. Jacinthe est au Québec, par exemple. Françoise, qu'on salue également, Marie-Louise, Alfred, etc. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, bien sûr. Pour vous décrire, Pierre-Marie, 4 éléments pour décrire vos activités. Tout d'abord, vous dirigez la task force de l'Institut Pasteur à Paris contre la Covid-19. C'est-à-dire, je vais le dire avec mes mots, mais vous allez bien préciser la chose. Tous les services, je suis tenté de dire tous les cerveaux, qui de près ou de loin se penchent sur le virus, eh bien, vous les mobilisez et vous les coordonnez. Expliquez-nous exactement votre mission. Oui, alors, comme beaucoup de personnes, j'ai été évidemment surpris par cette crise et évidemment, il a fallu très vite s'adapter. Mon réflexe dès le départ a été de me dire que on avait affaire à une pulmonie, comme les premiers rapports nous l'indiquaient venant de Chine. Mais bon, très vite, lorsque le virus est sorti d'Asie et qu'il s'est répandu notamment en Europe, eh bien, on a observé qu'il y avait aussi d'autres signes cliniques qui accompagnaient la Covid, et notamment des signes qui semblaient montrer que le cerveau pouvait être aussi une victime, comme d'autres organes, de ce virus. Une victime que l'on a vu au travers de la perte de l'odorat, que l'on a vu également au travers de la perte du goût. Et qu'y a-t-il donc commun entre le nez et le goût? Bien, un cerveau derrière pour interpréter les informations qu'il parvient de l'extérieur. Et donc, ces signes nous ont alertés sur le fait qu'on avait affaire à une pathologie protéiforme avec plusieurs signes cliniques et non pas une seule dimension. Les poumons qui dysfonctionnent et donc un problème d'oxygénation du sang. Très vite, cette pathologie est apparue comme étant complexe et a convoqué, comme vous l'avez souligné Thierry, différents services dans le monde,
différents services à l'Institut Pasteur où je travaille, où très vite, cette pathologie s'est avérée être non pas une affaire de spécialistes du virus ou une affaire de spécialistes des réponses immunitaires, mais une affaire finalement d'intelligence collective où nous avions besoin d'aborder cette pathologie par plusieurs dimensions et j'ai eu la responsabilité dans cette task force de toute la dimension neurologique et psychiatrique, à savoir que pouvons-nous faire pour réduire les symptômes cliniques, mais aussi, et c'est actuellement notre plus grande activité, d'essayer de pronostiquer les séquelles à long terme et voire même peut-être les traiter pour les guérir. Voilà, on parle de séquelles aussi bien au niveau de la psyché, donc toute la sphère de la santé mentale. Malheureusement, on a déjà les exemples pour ceux qui ont été contaminés au mois de mars. Alors heureusement, tout le monde n'est pas évidemment concerné. Et je dirais même que lorsqu'on a perdu l'odorat, eh bien c'est un bon signe de pronostic. Voilà, parce que ça veut dire qu'il y a eu un combat dont certains soldats sont morts dans nos cavités nasales et ont évidemment produit cette perte de l'odorat. Et dans ce combat, eh bien, on a limité ainsi l'invasion du virus dans le cerveau. Mais malheureusement, pour d'autres, eh bien, ce combat n'a pas eu lieu, la perte de l'odorat n'a pas eu lieu. Et l'on voit ensuite, des semaines, des mois plus tard, eh bien, advenir des signes cliniques sur les troubles de l'humeur. Des dérégulations de l'humeur, on est maussade un jour, on est joyeux quelques jours plus tard, et donc une dérégulation des systèmes de nos affects qui nous questionnent beaucoup et qui font que nous travaillons activement dans cette dimension. Puis une autre dimension qui est plutôt neurologique, à savoir expliquer pourquoi tant de morts, tant de personnes sont mortes, non pas par manque d'oxygène dans leurs poumons, mais par un arrêt subi, brutal, de la respiration. Comme on parle de la mort subite du nouveau-né par une espèce d'apnée profonde et malheureusement irréversible, eh bien, on s'est rendu compte que ce virus pouvait entraîner aussi des problèmes d'apnée et donc d'un arrêt du système respiratoire de notre cerveau parce que le virus pouvait pénétrer par le système olfactif et trouver les voies pour accéder au contrôle de la respiration. Cela ne doit pas surprendre nos internautes puisque nous savons tous par notre expérience que l'odorat et la respiration ont une affaire commune. Quand nous ouvrons une bouteille d'un flacon où l'étiquette est tombée, pour savoir ce qu'il y a dedans, nous reniflons, donc nous respirons plus vite. Et puis si l'odeur est désagréable, nous nous mettons en apnée. Donc l'odorat et la respiration sont étroitement liés pour le bonheur de tous les jours quand il s'agit de sentir une belle rose. Et malheureusement, quand le virus rentre par cette voie-là, c'est un cheval de Troie qui pénètre dans notre cerveau et s'attaque au système de la respiration, produisant certaines morts liées à un dysfonctionnement de cette partie de notre cerveau. Merci beaucoup Pierre-Marie pour cette explication, ce qui me permet de dire, vous êtes professeur, vous dirigez également, c'est le deuxième point, vous dirigez le département des neurosciences à l'Institut Pasteur, exactement le laboratoire perception et mémoire. Alors, de nouveau, je tente de le dire avec mes mots et reprenez-moi si j'ai tort, c'est-à-dire qu'ici vous analysez les mécanismes cérébraux et vous vous posez au moins quelques questions, par exemple, combien d'informations pouvons-nous digérer par jour? Peut-il y avoir une indigestion d'informations? Le monde d'aujourd'hui, de ce point de vue, avec toutes les informations qui sont disponibles, qui sont produites, mais également qui nous agressent peut-être d'ailleurs, ça change aussi notre cerveau, notre fatigue peut-être? Oui, effectivement, Thierry, une de mes activités est de diriger ce laboratoire qui s'appelle Perception et Mémoire, où l'on cherche à comprendre eh bien, comment notre cerveau reçoit de l'information provenant de l'extérieur ou voire même de l'intérieur. Notre cerveau aussi s'occupe de l'état de fonctionnement de nos organes
Et vous savez, puisque nous avons des personnes qui viennent du Canada, quand on parle du fameux gut feeling, eh bien, ce que l'on sent par les tripes, c'est un tas d'informations extrêmement intéressantes. On peut même y voir le siège de l'intuition, en tout cas d'un dialogue entre nos organes et notre cerveau. Mais parlons plutôt des informations extérieures à l'individu. Eh bien, nous nous rendons compte que notre cerveau a une raison d'être, c'est d'abord de donner du sens à ces types d'informations que nous recevons. Donc, un cerveau qui est avide d'informations, dont l'attention est justement portée vers l'information, la nouveauté notamment. Le cerveau finit par s'ennuyer quand les informations se répètent. Donc, nous avons intrinsèquement avec nous un dispositif dans notre cerveau pour détecter de la nouveauté. Et c'est comme ça que nous avons réussi à nous développer sur la planète parce qu'on a été capable, dans la brousse, dans la forêt, de sursauter au moindre bruit. Donc, un cerveau avide d'informations, un cerveau avec une grande appétence à prendre de l'information. Il s'avère que certains outils que nous avons produisent de l'information. Et donc, ça a été pour le bonheur pour l'épanouissement de notre cerveau. L'écriture a été magnifique. Oui, bien sûr. Alors, l'écriture a été un bel outil où nous produisons de l'information, mais effectivement, Thierry, ce genre d'outils que nous avons produits beaucoup plus récemment produisent beaucoup plus d'informations que nous pouvons donner du sens à cette information. Et c'est là où nous sommes sur une ligne de crête, où d'un côté nous sommes tiraillés pour aller chercher et explorer de la nouveauté, de l'information, et c'est le fameux libido sciendi, j'ai du désir à m'informer et du plaisir à trouver de l'information. C'est indéniable, je parle même de friandise de l'esprit, aller consulter son téléphone pour savoir si on est liké, si on est aimé, ça fait du bien. Mais en même temps, il y a une grande partie de cette information qui nous menace parce que quand on a un surplus d'informations qui ne donne plus de sens à ce cerveau, c'est une information qui nous détruit. C'est une information qui nous détruit dès lors où le sujet n'est plus un acteur, mais devient un spectateur et reste condamné à savoir et non pas comprendre. Voilà la règle. Donc, à chaque fois que je prends de l'information, est-ce que cette information me fait comprendre? J'espère qu'à l'heure où nous échangeons, nos internautes sont dans la compréhension et que nous ne sommes pas dans l'infobésité, nous ne sommes pas en train de les bombarder d'informations avec ces informations où ils ne pourraient nous donner ni de sens, ni de voir comment ils pourront demain en dégager des outils. Donc, essayons de les mettre aussi comme acteurs, puisque c'est ce qui nous protège de cette information. C'est dès lors que nous saisissons cette information, nous nous l'approprions et nous avons les moyens d'agir sur cette information. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Alors, troisième point concernant vos responsabilités et vos activités professionnelles, c'est au CNRS. Et au CNRS, vous dirigez le laboratoire Gènes et Conscience. Et là, vous vous posez avec vos équipes d'autres questions, par exemple, comment notre cerveau apprend-il? Comment comprend-il? Comment peut-il rester motivé? Ou bien comment peut-on le motiver à nouveau? Exactement, Thierry. Ce laboratoire Gènes et Conscience est un terme un peu ronflant pour dire beaucoup plus simplement que nous travaillons à comprendre la dimension innée de nos comportements, c'est la partie génétique. Merci papa, merci maman. Je sais faire des choses sans aller à l'école dès que je suis né, avec un héritage, un patrimoine génétique qui parfois d'ailleurs ne vient pas que de mes parents. Quand vous avez un enfant que vous plongez dans l'obscurité de l'âge de 3, 4, 5 ans et que vous l'avez embrassé et que vous l'avez plongé dans l'obscurité, soudainement, il y a des chances qu'il pleure. Bien, sachez que lorsqu'il pleure, c'est pas lui qui pleure, parce que vous aurez beau venir en essayant d'apporter le cogitum, le cogito ergo sum plutôt de Descartes, en expliquant à cet enfant qu'il ne faut pas pleurer parce qu'il n'y a pas de menace imminente dans cette chambre. Quand il pleure, dans l'obscurité, ce sont ses ancêtres qui pleurent. Il faut savoir que nos ancêtres, avant l'invention du feu, étaient terrassés par l'obscurité. Car nous sommes
tous très vulnérables dans la branche des hominidés, puisque nous ne sommes pas très bons dans l'obscurité, nous avons une vision qui n'est pas du tout efficiente, nous n'avons un odonorat qui est pauvrement développé, nous n'avons pas des grosses moustaches pour savoir nous développer, nous n'avons pas d'écho-radar comme les chauves-souris, donc nous sommes extrêmement vulnérables, et dans l'obscurité, nos ancêtres eh bien, étaient terrassés, se cachaient sous les feuilles ou montaient sur la cime des arbres en espérant que la lumière réapparaisse. Voilà, donc il y a en nous une dimension qui est transmise de génération en génération et qui font que nous savons déclencher des comportements de façon, je dirais, innée. Et puis, ça, c'est à peu près 10% de notre patrimoine de comportement. Mais nous avons 90% de comportements que nous allons acquérir parce que nous faisons maintenant en échangeant de l'information entre nous, en allant à l'école, en lisant des ouvrages, en regardant des conférences, en échangeant avec des amis. Et c'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse parce que, comme elle constitue 90% de notre répertoire comportemental, là où nous avons une possibilité d'agir et où là où peut-être que le destin ferait que je n'ai pas hérité de tous les bons gènes, je pourrais corriger cette trajectoire. Et rappelons-nous ce que nous dit Erasmus. On ne naît pas humain, mais on le devient. Cette histoire de devenir et de quitter l'humanité, l'animalité pour rentrer dans l'humanité, c'est tout l'acte de saisir de l'information de l'extérieur, de l'incorporer dans mon cerveau, car n'oublions pas, parce que le cerveau, il est informable, il est également déformable. À chaque fois que je vais prendre de l'information, je vais pouvoir l'introduire et de cette information, je vais modifier mon comportement parce que cette information aura laissé des traces physiques. J'ai une grande partie de mon laboratoire qui passe son temps à quantifier les conséquences d'un apprentissage, à quantifier comment nous pouvons mieux retenir, à quantifier comment nous pouvons modifier nos comportements suite à l'acquisition d'informations. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que on découvre que finalement, par la motivation, nous pouvons transcender toutes les fonctions que nous avons dans notre cerveau et que Dieu ou la nature ne pouvait pas prédire dans notre cerveau que nous allions bouger les doigts et jouer de la musique. Il a fallu par le travail, il faut le faire par le désir, par le plaisir. Et c'est ça qui est beau. Puis, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est aussi la dimension sociale qui nous ramène à l'autre et qui fait que nous pouvons aussi développer des compétences parce que nous recevons de l'autre. Je reste stupéfait de cette phrase d'Erasme, dans la mesure où dire on ne naît pas homme mais on le devient, ça veut dire que l'homme est une création de l'homme à son époque. C'est quand même un sacré blasphème, si je puis dire. Mais sans doute l'a-t-il dit, peut-être sur la fin de sa vie pour échapper au bûcher. Enfin, je ne sais pas, il faudra aller vérifier tout ça. Merci en tous les cas, Pierre-Marie. Je termine. Vous avez aussi enseigné à Harvard longtemps. Vous êtes également membre de l'Académie européenne des sciences. Vous êtes chroniqueur aux Échos. Je pourrais ainsi continuer votre curriculum sur plusieurs pages, je peux vous assurer. C'est un grand monsieur qui est avec nous ce soir. Et puis, vous avez écrit des livres, ce sont des livres de vulgarisation, mais dans lesquels vous stipulez bien tous les travaux, vos travaux, ceux de vos équipes. Dernier livre en date, Le cerveau, l'humain et la machine. Ça, pour le coup, c'est aussi d'actualité, dites-moi. Ah oui, oui, absolument. Alors, c'est écrit avant la Covid, pardon. Mais je m'étais intéressé effectivement à d'abord identifier ce qui était le propre du cerveau humain par rapport aux autres espèces, pour nous donner des outils de management, pour donner des outils aux enseignants, pour donner des outils aux conjoints par rapport à la vie, à la maison, en famille, pour devenir finalement un conjoint neuroamical, pour devenir un manager neuroamical, pour devenir un enseignant neuroamical. Voilà, la science que je représente avec vous modestement ce soir, la science du cerveau, les sciences cognitives, eh bien, nous offre effectivement des outils aujourd'hui qu'il est bon de partager parce que ce sont des pratiques que nous devrions tous partager pour épanouir notre cerveau, pour
eh bien, voir devant l'incertitude, devant le questionnement, plutôt des opportunités que voir des menaces. Voilà. Et puis l'autre versant qui était important de comparer, c'était le propre de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence dite ou qualifiée d'artificielle. Deux réactions. Michel vous dit, Pierre-Marie, super intéressant. Et puis, nous avons Anissa qui s'interroge, mais ne s'éloignerait-on pas du sujet? Merci beaucoup, Anissa, de nous rappeler quand même que nous avons une grande question à examiner. Pierre-Marie, nous y approchons, Anissa, je vous promets. Je vous propose, de façon à bien poser toutes les connaissances majeures que l'on doit savoir sur le cerveau aujourd'hui, les connaissances nouvelles, je vous propose de jouer un quiz vrai-faux. Et comme cela, tout le monde sera informé de la même façon. Alors, Pierre-Marie, je vous donne des affirmations. Vous me dites si elles sont vraies, si elles sont fausses, et puis, bien sûr, vous développez légèrement. Merci beaucoup. Première affirmation. Le cerveau vieillit. Dès l'âge de 20 ans, nous perdons 2 milliards de neurones par jour. Vrai, faux, dites. Absolument faux, et il est important de comprendre comment notre cerveau fonctionne et de mettre à la poubelle certains neuromythes, espèce de croyances que l'on a sur le fonctionnement de notre cerveau que la science ne confirme pas, bien au contraire. Donc merci de poser cette question parce que il est important de comprendre que le cerveau est le seul organe pratiquement à échapper à la flèche du temps. Le temps laisse son empreinte sur les os, sur les muscles. La médecine légale peut dater voilà, la médecine légale peut dater l'âge d'un cadavre parce que le temps laisse son empreinte sur les organes du corps humain, hormis le cerveau. Cette observation, nous l'avons faite en débitant des cerveaux en tranches, mais je rassure nos auditeurs, ce sont des analyses faites post-mortem. Et nous avons constaté ainsi qu'il y avait dans le cerveau ce que l'on pourrait qualifier des fontaines de jouvence, dans lesquelles on voit jaillir des nouveaux neurones, quel que soit l'âge du sujet, quel que soit son statut professionnel, son statut social. Nous sommes tous à l'égalité sur ce plan-là. En revanche, là où nous pouvons différer, c'est l'usage de ces nouveaux neurones. Si nous ne faisons rien, si nous sommes ancrés dans la routine, eh bien, il y a des chances que ces neurones ne soient pas utilisés. Voilà, donc c'est un potentiel qu'il faut savoir utiliser. Sinon, c'est un potentiel qui ne sera jamais utilisé et ces neurones eh bien, seront appelés à disparaître à quelques jours après leur naissance. Alors, c'est la deuxième affirmation que je vous propose de voir, Pierre-Marie. Mieux vaut ne pas fatiguer le cerveau. Mieux vaut rester dans nos habitudes, dans nos routines. Au moins comme cela, on n'use pas le cerveau. Vrai, faux? Absolument faux. Absolument faux. La notion d'usure n'existe pas pour le cerveau. Il faut bien le savoir. La charge mentale est une chose. La charge mentale est ce bombardement d'informations qui ne donne pas de sens. En revanche, ouvrir son cerveau au changement, avoir une activité physique, 10 minutes par jour si l'on peut marcher, parfait. Avoir un équilibre alimentaire qui permettra d'envoyer des signaux à ce cerveau justement pour que ces bébés neurones puissent naître. Pierre-Marie, on vous a perdu. Oh, c'est dommage, c'était passionnant. Alors, on n'a plus l'image. Pierre-Marie a-t-il vraiment disparu? Manifestement, tout est noir. Là, pour le coup, vraiment dommage. Patiente encore quelques secondes, on verra bien. Anissa, nous arrivions à la question fondamentale. Parce que voyez-vous, Pierre-Marie vient de nous dire deux choses vraiment importantes dans les découvertes qui ont été faites sur le cerveau dans les dernières années de recherche. Première grande découverte, Pierre-Marie ne vous l'a pas dit, mais c'était sur une personne d'à peu près 86 ans, décédée bien sûr, et en examinant de près son cerveau, on s'est rendu compte qu'il y avait des cellules neuronales qui n'avaient pas un mois. Elles étaient toutes jeunes, mais jeunes comme aussi jeunes que peut en avoir le nourrisson.
Et c'est ça exactement que la première découverte dont parle Pierre-Marie, c'est précisément que cette fontaine de jouvence, elle est dans notre cerveau. Alors, il a ajouté, à condition de bien s'en servir. Et c'était le deuxième point. On est en train de rétablir la liaison manifestement avec Pierre-Marie, mais le voilà, voilà. Pierre-Marie, non, je vous en prie, pas de problème, Pierre-Marie. On était sur la deuxième point fondamental, qui sont habitude ou en permanence de la découverte de la nouveauté pour notre cerveau. Qu'est-ce qu'il préfère comme aliment, comme habitude, comme posture? Alors, comme il me faut rattraper le temps malheureusement perdu par les connexions, je dirais une phrase très simple à retenir. Le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. Voilà. Il est important de comprendre que parmi les facteurs qui vont solliciter la production de ces nouveaux neurones, la formation de nouveaux contacts, la survie des nouveaux neurones, eh bien, ce sont des facteurs de nouveauté. De nouveauté dès lors que le sujet est un acteur. Je ne parle pas de recevoir des informations avec des injonctions, fais ceci, fais cela, et puis je n'ai pas le temps de comprendre, je n'ai même pas le temps d'agir. Alors, je subis, et là, ces informations vont me détruire. Donc, il est important de comprendre que l'information nouvelle est salutaire dès lors que j'ai les moyens de pouvoir agir, dès lors que l'action me libère, en fait. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fini pour le quiz. J'ajoute simplement que dans votre CV, on peut apprendre aussi que très jeune, vous avez voulu devenir footballeur. Dites-moi, votre équipe favorite, c'était laquelle? C'était Bordeaux. C'était Bordeaux parce que par proximité de régionale, mais bon, j'ai grandi avec les posters de l'équipe de Saint-Étienne. Voilà. Et donc, j'en arrive à la question fondamentale. J'aimerais, Pierre-Marie, vous la poser très, très clairement, très sèchement, je dirais. Confronté à de l'inattendu, confronté à une crise, je vais l'appeler comme ça, ou à une transformation majeure, à un événement inattendu tel que la Covid-19, est-ce que notre cerveau, du coup, a cette capacité à rajeunir, à se tenir en alerte, à précisément stimuler cette fontaine neuronale qui est en nous, ou bien à nous user, à nous fatiguer? Expliquez-nous. Alors, ce qui est certain, c'est que on voit que bon nombre d'entre nous subissent ce fléau où on doit être isolé, où l'on attend les ordres d'aller se précipiter au supermarché, de rentrer à la maison, et donc une certaine liberté qui disparaît. Or, si nous avons hérité d'un organe aussi précieux qu'est le cerveau, c'est pour trouver des solutions à chaque fois de façon à maximiser notre possibilité de décider, de choisir, de se libérer en quelque sorte, pour reprendre et paraphraser Sartre, prendre le chemin des libertés. Voilà, ce qu'est un cerveau, c'est donner une certaine aptitude à pouvoir décider. Maintenant, n'oublions pas, dans une situation comme nous vivons, où l'incertitude est majoritaire, que l'essence même du cerveau, c'est de se nourrir de cette incertitude. Alors, nous avons peut-être en France, en tout cas, un problème structurel où nous ne sommes pas assez préparés à l'incertitude, à vivre l'incertitude. Peut-être que l'école ne nous prépare pas à l'incertitude. Peut-être que, pourtant, dans le pays de Descartes, le doute ne fait plus partie de notre horizon. Et c'est dommage et c'est regrettable. Parce que n'oublions pas que l'essence même de l'humain, c'est de naviguer dans une mer d'incertitude et d'aller d'îlot de certitude en îlot de certitude. Mais que la plupart de nos situations, c'est de faire face à l'incertitude. Alors maintenant, il y a deux solutions possibles. Face à l'incertitude, il y a la possibilité d'y voir une opportunité. Ou face à l'incertitude, se dire que nous avons une menace à venir. Et qu'est-ce qui va faire que le sujet, devant l'incertitude, voit une menace ou une opportunité? Eh bien, tout simplement, le contrôle ou l'absence de contrôle d'émotions négatives et, mettons des mots, la peur. La peur non contrôlée fera que devant l'incertitude, j'y vois une menace.
et je n'aurai de cesse que de me dire c'était mieux avant. Alors que si je suis quelqu'un qui a appris que plus j'ai d'échecs, plus j'apprends, et plus je dompte cette notion de peur, alors chaque fois que je verrai un changement et de l'incertitude, j'y verrai une opportunité, au contraire, de réparer ce qui ne fonctionne pas pour me dire ouvrons-nous et n'ayons pas peur à l'incertitude. Alors, quelques questions sur ces points-là, vraiment, c'est passionnant pour toutes celles et ceux qui vous suivent, Pierre-Marie. Léa demande la précision. C'est ainsi, du coup, que l'on fait pour utiliser nos nouveaux neurones. C'est lorsque nous choisissons l'option d'aller au devant de l'incertitude pour y trouver une opportunité. Rapidement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions, je ferai court maintenant sur mes réponses, mais je dirais que oui, dès lors que l'on va se transformer du récepteur en acteur, eh bien, nous avons une hormone qui va disparaître, qui est l'hormone du stress chronique. Et cette hormone du stress chronique jaillit dans un corps qui est informé, mais qui ne peut pas, parce qu'il est tétanisé, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas les moyens, il ne peut pas agir, il subit. Et donc, dans cette adversité chronique, eh bien, le corps décide de nous aider à agir en nous envoyant une hormone qu'on appelle le cortisol et qui était en fait très utile à l'époque où nous vivions avec des peaux de bête pour nous défendre devant la menace. Il y avait la fuite ou le combat, c'est-à-dire qu'il fallait mobiliser de l'énergie pour les muscles. Or, les dangers aujourd'hui, ils sont plutôt des dangers virtuels, sont des dangers qu'on peut recevoir des lettres, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas du tout approprié. Et donc, ce qui était très approprié il y a des milliers d'années est en fait un processus qui se retourne contre nous parce que avoir des montées de cortisol, eh bien, c'est être menacé d'un AVC, c'est aussi être menacé d'un infarctus, c'est avoir un système immunitaire qui s'effondre et donc être en permanence malade par des maladies infectieuses, des rhumes, des grippes, etc., etc., etc. Donc, être un acteur, c'est faire baisser ce cortisol. Et c'est une façon de voir son cerveau être capable de s'adapter en permanence, notamment par les nouveaux neurones. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Vous voyez, pour toutes celles et ceux qui suivent fidèlement Bibouda et notamment le docteur Nadèle Rieu, vous voyez que tous les propos se recroisent et ça, c'est vraiment très, très intéressant et même rassurant. Question de Myriam. C'est ça que l'on appelle la plasticité neuronale? Oui, on appelle la plasticité neuronale ce terme qui consiste à dire que le cerveau s'adapte en fonction des besoins. Plasticité neuronale, après on peut lui ajouter le terme de plasticité structurelle si l'on regarde les déformations physiques. Ça peut être une plasticité fonctionnelle. Après tout, nous sommes capables de faire des choses sans une modification radicale de notre cerveau aussi, puisque je vous ai dit que une des grandes révolutions des sciences cognitives actuellement, c'est de montrer que la plupart du fonctionnement du cerveau peut se comprendre dans une relation du corps avec le cerveau. Émilie, alors très, 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 très belle question d'Émilie, mais dit Émilie, le cerveau ne résiste-t-il pas au changement? Alors, effectivement, il a aussi, et ça, tout parent a pu le constater, ou tout adulte accompagnant actuellement des enfants constate combien, lorsqu'un être humain se développe, et pour comprendre le monde, il a besoin de simplifier le monde. Et en simplifiant, les routines sont des mécanismes pour simplifier. Vous déstabiliserez un enfant si, dès lors qu'il a mangé 2 ou 3 fois à la même endroit, vous lui dites non, c'est pas ta place. Ah, il va pas comprendre. C'est pas ta cuillère. Il faut la partager, etc. Donc, les routines sont importantes. Merci de poser cette question parce que ne nous égarons pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire nous devons en permanence nous faire du mal en changeant tout. Je ne suis pas pour la polygamie, je ne suis pas pour avoir changé de partenaire, etc. Non, la routine est aussi importante que de s'ouvrir au changement. Mais nous avons besoin justement de cette routine pour nous rassurer. C'est les fameux îlots dans une mer d'incertitude. Voilà. Quand j'ai ces moments de routine, ces moments-là vont être précieux
pour pouvoir ensuite m'engager et m'ouvrir sans peur à la nouveauté. Question de Thierry. Thierry, très curieux. Pourriez-vous détailler la fontaine de jouvence neuronale clairement? Est-ce qu'on sait d'où vient ce puits de nouveaux neurones? Oui, oui. Alors, c'est la vraie révolution. Donc, au tournant du XXIe siècle, on va mettre ça autour des années 2000. Eh bien, on a clairement identifié, contrairement au dogme voulu en neurobiologie, que dans le cerveau, on avait deux endroits où clairement on trouvait des cellules souches telles que l'on a sur la peau. Alors, les cellules souches de la peau, on peut les comprendre parce que dès lors qu'on s'est brûlé, le pronostic vital n'est pas engagé, la peau se reconstituera à partir de cellules souches. Eh bien, dans le cerveau, nous avons également des cellules qui sont dans un état embryonnaire, qui attendent et qui, quand elles ont un contexte permissif, vont donner lieu d'abord à des neurones immatures qui n'ont aucune caractéristique particulière et qui, avec les jours et les semaines, vont acquérir leur véritable statut de neurones. Et puis, dans un cerveau, il n'y a pas que des neurones, il y a aussi des cellules de soutien. Il faut les camions-citernes pour amener l'énergie. Donc, on a aussi ces cellules qui vont être renouvelées par ces fameuses cellules souches. Donc, nous avons deux régions du cerveau, une très antérieure et une dans une région qui contrôle la formation de nos mémoires et qui contrôle nos émotions. On appelle l'hippocampe en raison de la forme anatomique qui ressemble au cheval marin. Et cette région-là, qui a cette source de jouvence en quelque sorte, eh bien, produit ces nouveaux-nés, ces nouveaux neurones, pardon, avec ces cellules souches. Eh bien, à notre grande surprise, nous avons par exemple constaté dans mon laboratoire que nous pouvions expliquer l'effet du Prozac. Car pour les gens qui ont été traités avec le Prozac pour une dépression sévère, tous les psychiatres, neurologues et même patients ont pu faire l'expérience qu'il faut attendre 4 semaines pour attendre à voir les effets bénéfiques. Et cette latence-là est paradoxale parce que quand on a les moyens de mesurer la présence du Prozac dans le liquide qui baigne notre cerveau, on peut faire une ponction au niveau des lombaires, par exemple. Vous avez fait un état des lieux du liquide dans lequel baigne notre cerveau. Vous constatez qu'il faut à peine quelques heures pour voir le Prozac. Alors, pourquoi faut-il quelques heures uniquement pour voir le Prozac dans le cerveau et attendre 4 semaines? Eh bien, ce miracle vient au fait que le Prozac stimule cette fontaine de jouvence et qu'il faut 4 semaines pour qu'une cellule qui va se diviser deviendra un neurone complètement immature qui devra se développer, trouver les bons partenaires et ensuite participer à l'activité électrique du cerveau. Donc, ces 4 semaines, on les explique par l'effet stimulant des fameuses cellules souches. Alors, je résume ce que vous nous avez dit jusqu'à présent et nous poursuivons. Encore une fois, la grande découverte, nous avons une fontaine neuronale à l'intérieur du cerveau, le seul organe du corps humain qui ne vieillit pas, dites-vous, à une condition, c'est qu'on l'entretienne en permanence vers la nouveauté, vers quelque chose que nous n'avons pas fait. Il faut s'entraîner en permanence à faire des choses nouvelles. Vous dites, vous n'êtes pas contre la routine, c'est pas ça du tout. Hein. C'est toujours, il faut être dans des proportions agréables. Et vous avez ajouté, n'oubliez pas également de faire du sport, ça participe aussi à la bonne santé de votre cerveau. Bien. Et donc, du coup, maintenant, je repose ma question. Lorsqu'on a en face de nous des crises, c'est-à-dire des inattendus, c'est pas des choses qu'on avait prévues, à chaque fois, nous avons la possibilité nous-mêmes, tout seuls, de pouvoir choisir l'une ou l'autre option, éliminer nos peurs, partir vers les opportunités. Alors là, c'est une question de liberté, c'est ça ma question. C'est absolument une question de liberté, mais c'est là où nous allons maintenant nous entretenir sur une autre caractéristique du cerveau humain que nous n'avons pas encore abordée, c'est cette dimension sociale du cerveau. C'est-à-dire que nous avons en nous un dispositif qui nous permet d'écouter les autres, de recevoir les messages des autres, de comprendre leurs intentions, de comprendre et de recevoir leurs émotions. Et c'est là où l'humain a réussi ce succès évolutif. Hein. Nous sommes la seule espèce à avoir colonisé la planète et
pas que la planète, puisque nous sommes allés sur la Lune et bientôt sur Mars. Donc, ce vrai succès évolutif tient au fait que l'humain, par son cerveau, par la particularité de son cerveau que je qualifie de social, eh bien, a inventé le co-développement, a inventé le partage, de ce qu'on appelle la symbiose mutualiste. Je te donne, tu me donnes. Je reconnais que tu as une expertise que je n'ai pas, mais moi j'ai une expertise qui peut te servir. Et donc c'est là où, finalement, devant toutes les adversités, l'humain se trouve être l'espèce la plus protégée, non pas au niveau de la liberté du sujet, mais au niveau de la liberté du collectif. Et je crois que cette crise de la Covid-19 nous l'a rappelé. On n'a jamais vu l'humanité autant être menacée et en même temps trouver la parade aussi vite. Je rappellerai à nos auditeurs, ou internautes, pardon, eh bien, en quelques jours, quand les premiers morts de pneumonie ont été autopsiés, eh bien, on s'est rendu compte que c'était donc un virus et non pas une bactérie. Et très vite, les Chinois ont mis la séquence génétique du virus pour que la planète entière fasse ces fameux tests dits PCR qui étaient basés sur une amorce génétique que nous avions obtenue des médecins chinois. Et donc, très vite sur la planète, les tests ont pu être faits. Et revenons aussi sur les vaccins, avec cet élan national où toutes les données scientifiques ont été mises en commun et en moins d'un an, puisqu'on a vu les premiers vaccins apparaître en 6 mois, 8 mois, 9 mois, eh bien, arriver par cette intelligence collective. Je rappellerai à tout le monde que l'identification du virus s'est faite 30 ans après les premiers patients morts du sida. Donc, vous voyez combien cette intelligence collective qui se met à travailler de plus en plus parce que nous avons des moyens aujourd'hui de nous mettre en relation avec les autres grâce au digital, grâce à ces écosystèmes numériques, nous sommes plus encore que jamais appelés à nous battre, contre l'adversité, contre toutes les menaces de l'humanité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, attendez, j'aimerais quand même qu'on approfondisse ce sujet-là, parce que vous dites, nous avons un cerveau social, ou pardon, nous avons une dimension sociale du cerveau, elle est biologiquement inscrite en nous. On est bien d'accord là-dessus, Pierre-Marie? C'est tout à fait le cas. Nous avons des modules de notre cerveau qui ne nous servent pas du tout personnellement, mais qui sont en permanence en train d'écouter, de recevoir les messages des autres. Ça veut dire donc que si je suis, comme actuellement, masqué, je suis à distance je suis obligé de laisser de l'espace, etc. Donc tout cela, on le comprend bien. Mais c'est mon cerveau social que je suis en train d'amputer, non? Absolument, absolument. Et c'est un des fléaux que l'on s'aperçoit aujourd'hui dans les conséquences de ces confinements, du port du masque. Pour l'apprentissage des enfants, par exemple, de la langue, on va avoir de sacrés problèmes à venir pour des enfants qui grandissent avec des adultes autour d'eux masqués. Nous avons besoin, et une des façons de juguler nos peurs, c'est justement la relation à l'autre, l'entraide. Donc ça fait partie d'une dimension, je dirais, des effets collatéraux de la Covid que l'on n'a pas senti au début parce qu'il y avait des priorités à traiter, mais maintenant qui sont de véritables menaces. Oui. Est-ce que c'est pour cette raison, je repose souvent la question, mais est-ce que c'est pour cette raison qu'on se sent fatigué, mais d'une fatigue nouvelle? Dites-moi. Oui, tout à fait. C'est une lassitude psychique et malheureusement dans les EHPAD par exemple, on parle d'un phénomène d'échappement. C'est cette même fatigue. Donc en tant qu'adulte, on peut sentir cette fatigue. En tant que senior isolé socialement, on appelle ça un phénomène d'échappement, mais qui conduit à la mort. C'est-à-dire que c'est une mort programmée. Donc, c'est un suicide psychique. Donc, vous savez, quand vous avez une personne qui a travaillé toute sa vie et qui n'a rien préparé après sa retraite et que 10 jours au lendemain, on lui dit maintenant, merci
pour vos bons et loyaux services, mais vous devez rentrer à la maison et que cette personne n'a rien préparé, eh bien, c'est très dur. C'est très dur. Et il n'est pas rare d'entendre ce genre de propos en disant, tiens, j'ai appris il est décédé et le malheureux, il n'a pas profité de sa retraite. Mais il est décidé, en fait, d'un arrêt brutal de ce cerveau social qui ne peut pas être en activité s'il n'est pas dans la relation à l'autre. Je fais le bilan de ce que vous nous dites depuis 45 minutes. En réalité, vous nous dites, alors, d'un côté, la crise, cet inattendu qu'est le virus, nous a d'un côté mis en face de quelque chose auquel on ne s'attendait pas, et donc nous a permis de travailler avec des opportunités. En tous les cas, si on le voulait, on a pu aller vers cela. Mais d'un autre côté, dites-vous, on est tous atteints de cette fatigue psychique parce que notre cerveau social lui-même a de la peine dans toutes les barrières qui sont, très justement d'ailleurs, mais qui sont mises en place. On est d'accord là-dessus, on est un peu bousculé finalement, on ne marche plus que sur une jambe, non? Oui, oui, on cherche à ce que l'individu, en tant que sujet unique, bien survive, hein, ne finisse pas en réanimation. Et en même temps, on l'isole et en l'isolant, on détruit une partie de son psychisme en tout cas et de son espoir. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, nous n'avons pas connu de troisième confinement parce que le prix aurait été trop fort à payer. Alors, y a-t-il, parce que là il y a beaucoup de questions et des suggestions en tous les cas, y a-t-il des postures, des attitudes, des choses que nous pouvons faire pour remédier à tout cela? Par exemple, il y a une question, est-ce que méditer peut transformer mon cerveau, peut l'aider par exemple? Oui, c'est un outil absolument efficace pour permettre à ce cerveau de s'épanouir. Rappelons-nous, nous avons parlé tout à l'heure d'infobésité, c'est ce cerveau qui subit un trop-plein d'informations en quelque sorte. La méditation est une façon de ne plus se connecter à l'extérieur et de se connecter à soi-même. Le fameux connais-toi toi-même devient le connecte-toi toi-même. Et la méditation est une façon d'accéder à ce statut-là où mes organes sensoriels finalement sont mis au repos. Et dès lors que ces organes sensoriels se mettent au repos, ce que l'on a fait d'ailleurs dans des expérimentations utilisant le scanner, eh bien nous avons montré que dès lors que un cerveau se met dans cette écoute introspective, nous avons un bouillonnement, nous avons une effervescence, nous n'avons pas un cerveau qui s'éteint, bien au contraire, nous avons un cerveau qui fonctionne bien plus qu'il ne fonctionne quand nous sommes assaillis par toutes les conversations qu'on peut avoir autour de soi. Donc la méditation est une façon d'accéder à ce stade où le cerveau finalement s'embrase et on a une activité, une pensée globale plutôt qu'une pensée locale en fonction des modules de mon cerveau qui sont sollicités par une modalité sensorielle. Pierre-Marie, il va falloir que vous reveniez parce que lorsque je lis toutes les questions qui sont posées, je ne vais pas dire que ça part dans tous les sens, je veux dire autrement. Votre curiosité est manifeste et elle est à 360 degrés sur le cerveau. Si vous le voulez bien, nous restons sur l'axe de la question que nous avions posée dès le départ. Est-il possible, face aux événements que nous vivons, de rajeunir notre cerveau? Et je vous propose de poursuivre sur ce chemin-là. Je vais vous proposer plusieurs options, Pierre-Marie. Donc, rajeunir notre cerveau à la faveur de la Covid-19. Par exemple, dans la gestion de notre temps, quand il s'agit de gérer notre temps, est-ce que grâce à une gestion, entre guillemets, cohérente, intelligente, bien faite, notre cerveau peut s'en réjouir? Alors oui, effectivement, un cerveau qui s'épanouit, c'est un cerveau qui est capable de prendre des décisions sur les trois temps, les fameux trois présents. Vous savez, Saint-Augustin avait l'habitude de découper trois présents, le présent du passé. Alors, on va parler de mémoire. Hein, c'est pour agir, je convoque mon expérience et savoir comment me comporter. Puis, il y a le présent du présent. Alors, ça, c'est le monde des affects, des émois. Chaque message qui m'apparvient sur cet écran tactile, sur mon téléphone, je réponds à ces injonctions du présent immédiat. Et puis, j'ai le troisième présent qui est le présent du futur.
Et ce qui est important à comprendre, c'est que dans la gestion de notre temps, nos actions doivent en permanence se nourrir de ces trois temps et non pas ce que l'on peut privilégier quand on est, quand on a cette faiblesse d'accepter la dictature du temps présent, l'injonction de je veux tout ici et maintenant, c'est de se rendre compte que nous avons besoin de ces moments où nous devons réfléchir sur notre passé, de moments où nous sommes sur le présent et aussi des moments où nous sommes capables et invités à nous projeter dans le futur. Et ce qu'il faut faire le plus possible dans ces moments où nous avons l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, pardon, eh bien, c'est de nous inviter à réfléchir, à échanger comme nous le faisons avec nos proches, avec nos amis, sur un futur. Un futur, qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce que sera demain? Parce que le cerveau ne s'épanouit que quand il est capable d'être sur la base de ces trois temps, le présent, le passé, mais aussi le futur. D'où la question suivante. Pour de nouveau bien structurer le cerveau, l'aider, vous l'avez déjà abordé, mais donner du sens entre le passé, le présent du passé, le présent du présent et le futur que je projette. Oui, c'est ça, donner du sens. Et je pense que ça n'échappera pas à nos auditeurs ou internautes que ce sens le plus fort en tant qu'humain n'est pas de se soucier des cailloux, n'est pas de se soucier des arbres, mais avant tout de l'humain. Donc, s'engager sur ces fameux trois temps, mais collectivement. Dans les entreprises, on parlera de RSE. Dans la société, la politique, on parlera d'écologie. Pour le religieux, on parlera du religieux basé sur ce futur, ce présent et ce passé. Vous voyez, mais quoi qu'il en soit, vous avez ce regard du temps, mais pas pour le sujet en tant qu'individu unique, mais de la collectivité, du groupe avec qui nous voulons transformer, avoir des aventures et se projeter dans le futur. Vous l'avez déjà évoqué, j'aimerais y revenir. Y a-t-il des dégâts avec cet appareil ici? Y a-t-il des choses qu'il vaut éviter ou qu'il vaut, quand je dis éviter, discipliner, réguler, de façon à bien entretenir notre cerveau, le rajeunir, qu'il se réjouisse encore une fois? Alors, vous savez, les économistes nous parlent aujourd'hui d'une branche de l'économie que l'on appelle l'économie de l'attention. Car on se rend compte que l'attention est une denrée de plus en plus rare. Donc, notre menace que nous devrions tous avoir, c'est savoir que ces objets, ces outils digitaux, eh bien, sont des objets dont certains ingénieurs vont réfléchir de plus en plus efficacement pour capter notre attention. Ce qui fait que vous voulez vous détendre, vous allez allumer votre télévision, vous allez aller sur une plateforme. Eh bien, on a pensé comment on allait pouvoir choisir la musique, l'éclairage, le scénario pour que vous aviez prévu de regarder 30, 45 minutes un épisode et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi, mais il est 4 heures du matin et vous êtes toujours sur votre écran. Vous voyez? Donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu est un enjeu de l'attention. On sait qu'un cerveau est capable de rester concentré 12 minutes. Ça veut dire que sur une heure, nous sommes capables aussi d'absorber 5, 6, 7 distractions, des moments de distraction, notre attention peut fuir. Mais aujourd'hui, on sait que ces outils-là nous bombardent d'effets distracteurs. Et donc, c'est ça notre plus grande menace, c'est de devenir des zappeurs, des sujets qui ne sont plus capables de s'approprier et de capturer notre attention. Soyez généreux avec votre activité mentale, soyez très radin sur votre attention. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Je vais à nouveau vers vos questions. D'abord, pouvez-vous redire le nom de notre intervenant? Bien sûr, Pierre-Marie Liedo, donc deux L, Liedo, L-E-D-O.
encore une fois, vous l'avez bien compris, extraordinaire chercheur à la base, conduit aujourd'hui des équipes de recherche sur le cerveau. Premier point. L'incertitude ne brouille-t-elle pas le présent-futur? C'est une très belle question. Ah, moi je trouve que c'est une question qui devrait tomber pour le bac en philosophie, là. Voilà. Mais bon, elle tombera pas, sinon il y aura une télé d'initié. Mais effectivement, est-ce que l'incertitude peut être une menace, et est-ce que, en fonction du temps que je vois, ce qui peut être une incertitude dans le présent peut être en fait une opportunité, et cette menace transformée du présent peut être une opportunité dans un futur plus ou moins proche, eh bien, cela me ramène à discuter de ce qu'est la résilience. Parce que la résilience, rappelons-nous ce qu'est ce concept de résilience, c'est en fait de trouver des vertus à l'échec. La résilience, c'est de faire face à un écueil, de tomber, et donc là, je suis dans une incertitude menaçante. Mais si j'ai des projets, mais si j'ai une vision de ce que je voulais atteindre comme objectif dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, eh bien, finalement, je vais réfléchir sur cet écueil et le transformer en une opportunité, parce que j'aurai les moyens de tirer une leçon et d'en apprendre, en fait, de conclusion sur cet écueil. Et donc, effectivement, les gens qui vont être capables de transformer finalement l'adversité en une opportunité sont toujours ceux qui sont capables de se projeter, ceux qui sont capables d'avoir des engagements, et non pas d'être dans une dimension du présentisme, c'est-à-dire je veux en permanence choisir une option A, B, C ou D en fonction de la promesse du plaisir que je vais obtenir immédiatement. Écoutez, toutes les questions qui sont là sont vraiment magnifiques. Hein. D'abord, merci, dit Rachel, merci pour votre bel enthousiasme et ces informations si précieuses. Chantal, ou pardon, c'est Annie. Annie confirme bien la mort d'une collègue le premier jour de sa retraite. Et puis, Chantal pose la question suivante, mais qu'en est-il de la composante sociale du cerveau chez les personnes narcissiques? Dites-nous. Alors, ça, c'est une excellente question également, parce que je vous ai dit que le cerveau social était un cerveau finalement qui allait être le substrat anatomique de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance. Mais chez certaines personnes, ce cerveau-là, eh bien, peut, pour des raisons X ou Y de développement, ne pas être aussi bien développé. Et donc avoir un défaut de représentation des émotions, des intentions d'autrui. Et donc, dans ce défaut de représentation, eh bien, ça va être des personnes, pour prendre l'extrême de cette dimension de cerveau social peu développé, ça sera des soit pervers narcissiques, soit, prenons à l'extrême, les serial killers, des tueurs en série. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables de torturer une personne, mais pourquoi le font-ils avec aisance? Parce qu'ils ont perdu cette capacité de ressentir la douleur qu'ils commettent à autrui. Alors que je suis certain que tous nos éditeurs qui nous écoutent, et vous Thierry, si je venais à me blesser sur mon doigt, mais vous auriez mal à votre propre doigt. Nous avons fait ces expériences-là. Nous avons montré que quand nous avons une partie de notre cerveau qui s'active parce que j'ai une blessure de mon corps, c'est la partie qu'on appelle le cortex singulaire. Ce cortex singulaire chez vous s'activera. C'est là où il y a une confusion entre le je et le tu. Mais ceci peut arriver que si mon cerveau social s'est développé. Donc chez le pervers narcissique, il n'a pas ce dispositif, mais s'il est assez intelligent, il est au courant, il est au fait de l'existence. Et donc, il va pouvoir faire mal, ou appuyer là où ça fait mal. Parce qu'il va jouer sur cette dimension qu'il va, lui, juger comme une faiblesse chez nous. Et donc,
Voilà, c'est une dimension qui a été décrite et qui est aujourd'hui même qui fait la base de certaines plaidoiries, hein, parce que des avocats vont l'utiliser en disant mon client n'est pas responsable, il a une déficience dans son cerveau social. Il est harceleur à l'insu de son plein gré. Morgane, à ce compliment, cet homme est passionnant, s'agissant de vous, Pierre-Marie. Et Marguerite pose la question. Et Marguerite pose la question suivante. Est-ce qu'on peut améliorer sa mémoire même à un âge avancé? Est-ce que du coup, le cerveau, puisque vous avez dit, mais il ne vieillit pas, donc on peut l'entretenir comme si on était un jeune homme, une jeune femme, pardon? Oui, oui, alors absolument. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. La mémoire est une fonction qui s'entretient. Alors, évidemment, nous ne sommes pas aussi performants toute notre vie. Hein. Toutes les fonctions ne sont pas toutes à la même hauteur. La prosodie, la musicalité, par exemple, d'une langue, eh bien, cette oreille musicale va être dans sa période de plénitude, je dirais, jusqu'à l'âge de 14-15 ans. C'est la raison pour laquelle il faut apprendre le maximum de langues avant cet âge-là. En revanche, d'autres formes de mémoire et d'apprentissage, mais vont continuer à s'améliorer toute notre vie. Parce que lorsque l'on apprend de plus en plus, on se rend compte que ce qui est plus intéressant, ce n'est pas d'apprendre le contenu de l'information que je retiens, mais c'est plutôt d'apprendre à apprendre, d'avoir une certaine agilité à organiser l'information. Et si je devais apprendre une langue aujourd'hui, certes, dans la prononciation, j'aurais du mal par rapport à un apprentissage au niveau au cours de l'adolescence, mais en même temps, j'aurais aujourd'hui des appuis mentaux que je pourrais utiliser sur la géopolitique, que je connais maintenant, que je ne connaissais pas avant, sur l'histoire d'un pays, sur sa culture et sur d'autres dimensions. Donc, cette fameuse agilité d'apprendre à apprendre, appuyer sur d'autres appuis parce que j'ai besoin d'apprendre, je vais le faire avec beaucoup plus d'aisance parce que j'aurai un éventail beaucoup plus large. Voilà, je suis certain que pour ceux qui nous écoutent, ils le savent comme moi je le constate, je peux aujourd'hui écrire une lettre plus facilement que je le faisais il y a 5 ans et dans 5 ans je le ferai encore mieux. Donc on est là sur un processus d'apprentissage qui est linéaire. Formidable. Ce que vous nous avez dit, et puis on passe sur la phase suivante, Pierre-Marie. Vous nous avez dit, première grande nouvelle, réjouissez-vous, votre cerveau ne vieillit pas et en permanence vous avez de nouvelles cellules qui arrivent, à condition bien sûr de le mettre dans des conditions confortables, c'est-à-dire, oui, avez-vous dit, on a besoin de routine, mais attention, en permanence, allez découvrir, apprenez, ne cessez de stimuler l'apprentissage de votre cerveau. Premier grand point. Deuxième grand point, avez-vous dit, attention, nous avons une dimension sociale dans notre cerveau qui est énorme. Dans quelle proportion? Je ne sais pas, est-ce qu'on connaît cette proportion du cerveau social? Ah oui, oui, mais très précisément d'ailleurs, très précisément. C'est 1/3 de notre cerveau qui nous est utile et 2/3 du cerveau tourné vers l'autre. Donc, vous voyez cette proportion, avec 1/3 de mon cerveau, je peux faire des selfies toute la journée, mais j'aurai 2/3 qui seront au repos si je suis resté tout seul. Et donc, parmi les attitudes que l'on peut avoir, Pierre-Marie, alors on en a vu que quelques-unes, il y en a beaucoup, hein, on a de quoi faire pas mal d'émissions ensemble, Pierre-Marie. D'abord, avez-vous dit, attention, il faut ne cesser de réfléchir au présent du présent, au présent du passé, au présent du futur, avoir cette capacité à plusieurs de pouvoir se projeter, très intéressant, et ne cesser ainsi de pouvoir se repositionner. Deuxième point, le sens. Et là-dessus, vous avez dit, bien sûr,
On peut réfléchir au sens de sa vie, de façon philosophique, etc. Mais vous avez dit, il n'y a pas que cela. Il y a le sens collectif de toutes les actions que nous menons ensemble parce que nous sommes à l'intérieur d'un groupe, un groupe pouvant être une association, pouvant être une famille, pouvant être une entreprise. Et vous dites là-dessus, mais attention, il faut vraiment des alignements, il faut de la cohérence, sans quoi, là encore, le cerveau ne sera pas confortable. Troisième point, avez-vous dit, faites attention à votre attention. N'usez pas comment dire, ne dispersez pas votre attention, ne la gaspillez pas. Ça vous dites, c'est vraiment fondamental parce que ici se trouvent tous les bons, si je puis dire, pour notre attention. Il va falloir de ce point de vue la protéger, l'entretenir, qu'encore une fois notre cerveau ici puisse rester agile. Pierre-Marie, vous proposez pour toutes celles et ceux qui nous suivent et qui veulent poursuivre la connaissance et l'expérience d'un cerveau en pleine forme, vous poursuivez un programme en ligne pour aller plus loin. Il s'intitule « Comprendre son cerveau pour mieux s'en servir ». Sous quelle forme ce programme et que peut-on, quelle est la progression que l'on peut avoir dans ce programme? Bien, l'idée est de partager ce savoir théorique que nous avons ce soir partagé, mais d'en voir des outils très pratiques avec un ancrage au quotidien. Comment dois-je mettre en place mes méthodes pour mieux retenir, pour accompagner mon fils à la maison, à ce qu'il puisse trouver sa voie, à ce qu'il puisse être plus performant à l'école. Donc c'est de donner d'abord un acquis, je pense, théorique, parce il est important d'asseoir ce savoir sur des expériences qui permettent une quantification, qui permettent de voir d'avoir une observation critique aussi sur des dimensions de notre cerveau, mais il est important aussi d'extrapoler ce savoir théorique basé sur de la science empirique et le mettre dans les mains finalement de nous tous pour que nous puissions être bienveillants avec nous-mêmes, avec les autres, que nous puissions augmenter nos capacités collectives, parce que je trouve toujours dommage de se rendre compte que nous avons une très belle machine et qui ne demanderait qu'à fonctionner et de me rendre compte en même temps que la société ne prend pas si bien soin de ce cerveau et que c'est finalement à nous de nous en préoccuper et donc de le faire de façon bienveillante, évidemment, sans volonté de rentrer dans le transhumanisme ou de vouloir augmenter les performances d'un cerveau. Donc, utilisons naturellement le pouvoir qui parfois sommeille en nous pour le mettre au service d'une meilleure qualité de vivre. Autrement dit, dans comprendre son cerveau pour mieux s'en servir, vous dites il y a des connaissances de base que l'on doit avoir sur le mécanisme et le fonctionnement de notre cerveau. Et vous-même, si je comprends bien, vous avez déduit de ces nouvelles connaissances un certain nombre de comportements, de pistes avec lesquelles on peut mieux se comporter, mieux agir, et où tout se met plus aisément en place. C'est bien ça l'idée? Voilà, disons simplement qu'il s'agit des conduites à tenir. D'accord. Voilà, avec sur l'alimentation, avec les gestes au quotidien, pour que ce cerveau s'épanouisse. C'est un programme qui vous est proposé à vous tous à 66 €. 66 € avec un paiement possible en 4 fois. Je reprends. Ça s'appelle comprendre son cerveau pour mieux s'en servir. 66 €, paiement possible en 4 fois. Il n'y a pas ici de tarif spécial de lancement. Il n'y a pas non plus, vous savez, habituellement, il y a une date de butée sur une promotion. Cette fois-ci, non, c'est 66 € et c'est en continu. Et encore une fois, c'est comprendre son cerveau pour mieux s'en servir. J'ai quand même une question, Pierre-Marie. Tout ce que vous venez de nous dire ce soir, ce sont quand même des connaissances nouvelles. Vous en êtes, avec d'autres peut-être, mais vous en êtes l'artisan. Vous avez été chercher tout cela. Vous avez comparé, vous avez testé, vous nous avez parlé d'expérience.
Est-ce que ces savoirs-là sont déjà enseignés à nos enfants ou bien sont-ils toujours d'un niveau soit de chercheurs et universitaires, soit uniquement de privilégiés comme nous ce soir? Alors, oui, effectivement, disons que la conduite à tenir que l'on peut dégager tient à l'observation d'un cerveau sain, dans un premier temps, et des règles de fonctionnement de ce cerveau. Et puis, d'un autre côté, l'observation de cas cliniques, puisque j'ai la chance de travailler avec des cliniciens, notamment ici à Sainte-Anne, à Paris, sur les troubles de l'humeur, donc stress chronique, anxiété, dépression, burn-out, et donc d'en inférer des règles de fonctionnement pour éviter justement ce qui peut advenir, mais qui n'est pas inéluctable. Et de ces règles, eh bien, de chercher à les diffuser. Malheureusement, force est de constater que ces règles ne sont pas encore suffisamment diffusées, puisque je suis certain que nos éditeurs ont dû être surpris ce soir d'entendre dire que le cerveau est capable de produire des nouveaux neurones, même si on a 90 ans et après. Donc oui, il faut œuvrer pour que ce savoir puisse pénétrer le monde associatif, le monde éducatif et le monde, notre monde au quotidien. Sur votre programme, donc comprendre son cerveau pour mieux s'en servir, deux questions tout à fait pertinentes. La première est de Bénédicte. Le contenu du programme est-il une vidéo? Alors, tout est fait sous forme de vidéo. Il y aura aussi des éléments qui seront rajoutés pour aller plus loin, pour en savoir plus, 3 petits points, des listes, des articles. On peut par exemple être très dynamique et rajouter des articles de la presse scientifique, mais accessibles par tout le monde, et donc faire des actualités, partager de l'iconographie également, bien sûr. Tout ce que vous a dit Pierre-Marie, vous le retrouverez dans ce programme vidéo en question. Vous savez aussi que tous les intervenants sont toujours d'une grande générosité là-dessus. Je ne prends que le professeur Medel Rigueux, par exemple, le professeur Larsonneur, c'est à profusion que tout cela est proposé de façon à pouvoir vous aider à progresser comme vous l'entendez et bien sûr en toute liberté. Vous avez posé d'innombrables questions. Je vous assure, Pierre-Marie, vraisemblablement, elles vous seront communiquées à la fois sur les maladies. Je n'en ai posé aucune. Sur Parkinson, sur Alzheimer. On y reviendra vraisemblablement. Vous en avez posé également sur la construction même du cerveau, c'est-à-dire, et on peut terminer par là, si vous voulez, Pierre-Marie, c'est combien de cerveaux avons-nous finalement? On en a 3, on en a 4, on en a combien? C'est difficile hein, de répondre précisément à cette question. Je dirais que le cerveau se développe avec l'acquisition de modules et que quand l'information n'est pas là pour stimuler ce module, il passe à autre chose. Hein. Alors après, dans la société, on va parler du normal et du pathologique. Foucault l'a déjà fait, Canguilhem aussi. Mais sachez que le cerveau cherche à innover et trouver de nouvelles formes d'intelligence. Et donc, la dyscalculie, la dyslexie, eh bien, ce ne sont pas des pathologies, ce sont des façons qu'a le cerveau de traiter, et je dirais même, ce sont des qualités qu'a le cerveau, que la société va ensuite condamner. Mais un dyslexique qui aura du mal à lire bon ou don, parce que pour lui c'est la même chose, c'est quelqu'un qui a conservé un acquis parce qu'il est capable de faire cette rotation dans les 3 dimensions et que la lettre B, si je la plie sur une feuille, elle devient D, mais si je plie vers le bas, le B devient P ou le B devient Q. Donc vous voyez que B, D, P, Q, pour un cerveau initialement, c'est la même lettre et que ensuite la société va mettre une contrainte et dire
Non, B, D, donc on doit débrancher dans notre cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'il est difficile de dire combien de cerveaux nous avons, parce que au fur et à mesure que nous allons avancer et acquérir de nouvelles fonctions, nous développons des nouveaux cerveaux. Et ensuite, la société les autorisera ou pas. Et donc, un autiste est un enfant qui a des acquis que la société et qu'à l'école, on va dire, ah non, non, ils sont difficiles, etc. Mais c'est merveilleux, ce sont des talents. Un dyslexique, c'est un talent. Il est capable de voir dans les 3 dimensions, alors que le commun des mortels a perdu cette activité. On l'avait tous à la naissance, cet algorithme qui nous permet de voir dans les 3 dimensions, pour ne pas être surpris quand je vois une cuillère, si on me la retourne, je l'avais déjà imaginé. Mais aller à l'école, on me dit attention, les objets, c'est pas dans les 3 dimensions, ils sont que dans 2 dimensions, celle de la feuille ou du tableau. Et donc, on m'a appris à perdre ce module qui était présent. Et donc, un dyslexique, c'est quelqu'un, c'est un talent qu'on devrait mettre à profit dans une entreprise pour voir des schémas, pour faire des dessins, voilà. Il y a comme ça beaucoup de choses qu'il faudrait débattre, mais bon, je pense que on n'aura pas le temps ce soir. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Alors, on a la réponse. Voilà, vous êtes présent à la question que vous vous posez, qui était légitime, bien sûr, mais dans ce programme, on a quoi exactement? Voici exactement ce que les équipes vous disent, puisqu'elles sont en train de le fabriquer, ce programme. Ce que vous recevrez dès votre inscription, nous dit Gilles, ce sont 10 vidéos en qualité 4K, accessible pour tous les publics, et au total, cela composera 1h30 d'enseignement pratique avec le professeur Pierre-Marie Liédot à vos côtés. Je reprends, 10 vidéos en qualité 4K, accessible à tous les publics, c'est-à-dire au total 1h30 d'enseignement pratique avec Pierre-Marie Liédot. Merci beaucoup, Gilles, pour tout cela. Écoutez, ça fait déjà 1h15 que nous sommes ensemble. On aurait pu faire mes 3 émissions, immédiatement. Tant vous êtes passionné par cette matière, ça veut dire d'abord que votre cerveau, il est curieux. Ça veut dire que vous l'entretenez bien, et c'est exactement le message que vous disiez, Pierre-Marie, ce soir. Portez-vous bien, ne cessez de découvrir, ne cessez d'être curieux, ne cessez d'aller à la rencontre des autres, de vous frotter aux autres. C'est ce que vous a dit Pierre-Marie, de façon à ce que, à la fois, les 2/3 de votre cerveau qui sont en dimension sociale soient nourris en permanence, et que d'autre part, cette partie, ce tiers de cerveau qui vous appartient, puisse également être en belle santé. Pierre-Marie, merci beaucoup pour tout cela. Merci 1000 fois pour cette belle opportunité. Merci beaucoup à vous tous. Portez-vous bien et à bientôt. À bientôt.